Un soldat endurci par la guerre resta figé sous le choc quand la petite fille s'effondra juste devant lui, à la station-service. Mais c'est ce qu'il fit ensuite, discrètement et sans une seule explication, qui plongea toute la ville dans le silence. Quelle fut cette action qui poussa chacun à baisser la tête en silence? Et pourquoi un étranger fut-il le seul à ne pas détourner le regard? Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Mais c'est... La voix était si faible qu'elle atteignit à peine ses oreilles avant d'être emportée par le vent. Ethan releva la tête du bouchon d'essence, plissant les yeux. Une petite fille, dont il n'aurait pu dire d'où elle venait, se tenait à moins de 5 pas de lui. Le vent de fin d'après-midi soufflait sur la route, ébouriffant ses cheveux emmêlés. Elle serrait dans ses bras un ours en peluche déchiré. Sa jambe gauche boitait et ses lèvres étaient sèches et gercées. Ethan n'avait même pas fait un pas avant qu'elle ne s'écroule. Pas un cri, pas un mouvement instinctif pour se rattraper. Elle s'affala directement sur le carrelage froid, juste devant lui. Il se précipita vers elle et s'agenouilla à ses côtés. Son visage était pâle, ses yeux fermés. Son souffle était court et faible. Ses mains continuaient de s'accrocher à l'ours en peluche usée, comme si c'était la dernière chose qui lui restait au monde. À quelqu'un, appela Ethan. Un homme sortit en traînant les pieds de l'intérieur de la station-service, se déplaçant avec lenteur, portant des lunettes de lecture, un fin coupe-vent et une canette de soda à la main. Il regarda la fille et laissa échapper un soupir. Encore elle. Elle habite dans le quartier en bas de la colline. Parfois, elle se promène. Je l'ai vue une fois, elle est restée 1 heure près du réservoir d'eau public. Il haussa les épaules. Probablement malade. C'est quand même bizarre que quelqu'un laisse un gosse traîner comme ça à cette heure-ci. Ethan ne répondit pas. Il se pencha et glissa ses bras sous le corps frêle de la fille. Sa peau était d'un froid glacial, et il pouvait sentir chacun de ses os sous son mince t-shirt. « Appelez le 911, dit-il fermement. L'homme hésita. « Ouais, je suppose. Mais elle a toujours été aussi maigre. Ce n'est probablement rien de grave. » Ethan se tourna pour le regarder, sans colère ni agressivité. Juste une question posée calmement. « Alors, vous avez l'habitude de voir des enfants s'évanouir juste sous vos yeux ?» Il n'attendit pas de réponse. Il souleva la petite fille dans ses bras et se dirigea rapidement vers sa voiture. À l'ouest, le ciel s'assombrissait de nuages qui s'épaississaient. Le vent portait l'odeur de la pluie. Il conduisit en direction de l'hôpital de Glenville. La petite fille restait immobile sur le siège passager, sa tête reposant contre le dossier, un ours en peluche délabré soigneusement posé sur ses genoux. Ethan ne conduisait pas vite, mais il ne passait pas une seconde sans jeter un coup d'œil à la fille. Elle n'était toujours pas réveillée, les yeux fermés, le souffle court, mais ses mains s'accrochaient à l'ours comme si elle avait peur qu'on le lui enlève. Il avait déjà vu cette scène, en Irak, dans des camps de réfugiés. Mais ici, au cœur de l'Amérique, dans une ville avec des églises, des écoles, une épicerie et des lampadaires, il n'avait jamais pensé ressentir à nouveau cette impuissance. Aux urgences, on l'emmena à l'intérieur. Un jeune médecin et 2 infirmières pratiquèrent un examen rapide. On demanda à Ethan d'attendre dehors. Environ 10 minutes plus tard, une infirmière sortit. Elle n'a aucune blessure, mais elle est gravement affaiblie par la faim et la déshydratation. Ce sont des signes clairs de négligence à long terme. Êtes-vous de sa famille? Ethan secoua la tête. Je suis juste quelqu'un qui se trouvait là. Quel est son nom? Il secoua à nouveau la tête. Pas de carte d'identité. Elle n'a pas pu prononcer une phrase entière. Tout ce qu'elle a réussi à murmurer, c'est Monsieur J. Et puis elle s'est évanouie. L'infirmière ne posa pas d'autres questions, mais la façon dont elle le regarda, comme si elle pesait quelque chose, disait tout à Ethan. Personne ne viendrait chercher la fille. Il n'y avait personne d'autre à appeler. Ethan s'assit silencieusement dans la salle d'attente. L'horloge murale égrenait les secondes et les lumières fluorescentes blanches projetaient une lueur dure sur le sol en céramique froid. Il se rappela le moment où elle était apparue. Pas de bruit de pas, pas de larmes, personne avec elle. Juste la faim, le vent froid et un appel à l'aide qui n'avait jamais pu être terminé. Puis il pensa à des hommes comme ce vendeur de station-service, habitué à ce genre de spectacle, insensible et laissant faire. L'enfant n'avait pas crié, ne s'était pas fâché, n'avait dérangé personne, alors personne n'avait pris la peine de s'en soucier. Quand Ethan entra dans la chambre d'hôpital, la fille était toujours inconsciente, mais paisible. Ses lèvres avaient retrouvé un peu de couleur, sa respiration s'était régularisée. Il s'approcha, posa doucement sa veste sur ses épaules et s'assit.
Cette fois, il ne prévoyait pas de partir tôt. Il devait attendre qu'elle se réveille, non pas pour lui demander son nom, mais pour lui dire « Je t'ai vu et je n'ai pas détourné le regard ». Et il ne réalisait pas encore que ce qu'il venait de faire avait changé la vie de cette petite fille pour toujours. Ethan était resté immobile pendant un long moment, les coudes sur les genoux, les mains jointes, les yeux fixés sur le visage de la petite fille sous la couverture blanche. La douce lumière jaune dans la petite pièce de la clinique n'était pas très vive, mais elle était chaleureuse. Les murs blancs vieillis avaient un peu jauni, et quelques dessins d'enfants tordus étaient scotchés de manière inégale sur la surface. L'air était immobile, comme dans une chapelle. Un léger mouvement. La fille tourna doucement la tête, ses sourcils se plissèrent légèrement avant que ses paupières ne se soulèvent lentement. Ethan se leva immédiatement, mais ne dit rien. Il fit simplement un petit pas en arrière, lui donnant de l'espace pour respirer. Elle cligna des yeux à plusieurs reprises, comme si elle essayait encore de distinguer le rêve de la réalité. Puis, elle tendit la main pour toucher l'ours en peluche posé à côté de son oreiller. Une couture fraîche était clairement visible là où il avait été réparé. « Tu es réveillé » dit une voix de femme derrière Ethan. C'était la docteure Jenna, une femme d'une quarantaine d'années, ses cheveux bruns soigneusement attachés en arrière, une paire de lunettes de lecture posées sur son nez. Elle entra dans la pièce avec un presse-papier à la main, son ton doux mais ferme. Ethan fit un léger signe de tête. Jenna se dirigea directement vers le lit, vérifiant rapidement le pouls de la fille, son front et ses yeux. « Pas de fièvre, pas de blessures externes » murmura-t-elle. Mais il est très clair qu'elle est malnutrie depuis un certain temps. Son taux de sucre est bas, son corps montre des signes de légère fatigue physique. Elle a peut-être passé de nombreuses heures, voire plusieurs jours, sans manger. La petite fille ne tourna pas la tête, ne parla pas. Elle se contenta de serrer un peu plus son ours en peluche. Jenna jeta un coup d'œil rapide à Ethan, puis baissa la voix. « Elle a de la famille ? Connaissez-vous son nom ?» Ethan secoua la tête. Elle a seulement réussi à murmurer une courte phrase avant de s'effondrer. Elle n'a pas dit un mot depuis. La docteure Jenna hocha légèrement la tête, posa le dossier sur la table de chevet et dit doucement « Je vais devoir faire quelques tests supplémentaires, mais j'attendrai qu'elle soit complètement réveillée. Elle a l'air d'avoir peur des étrangers. » Ethan la regarda quitter la pièce, puis il se retourna, s'approcha du lit et tira une chaise entre lui et la petite fille. Il n'y avait plus que le léger froid dans l'air et le silence. Quelques minutes plus tard, elle parla, à peine au-dessus d'un murmure. « Mais, je peux rentrer à la maison maintenant ?» Ethan leva les yeux. « Tu te sens fatigué ?» La petite fille secoua légèrement la tête, ses yeux évitant les siens. « Tati va être fâchée si je suis parti trop longtemps. » Les mots tranchèrent comme une lame fine mais profonde. Ethan ne répondit pas tout de suite, mais quelque chose se serra dans sa poitrine. Il inspira lentement, essayant de garder sa voix douce. « Quel est ton nom ?» Une pause, puis elle répondit doucement, « Lina. »« Lina, où habites-tu » Lina se mordit la lèvre, ne le regardant toujours pas. Sa main caressait l'ours en peluche effiloché en cercle lent. En bas de la rue, près du réservoir d'eau. La maison avec la peinture bleu pâle. Ethan hocha la tête. « Et tes parents » Lina cligna des yeux, une autre pause, comme si elle devait rassembler les mots du plus profond d'elle-même. « Maman est morte il y a quelques mois. » Sa voix ne trembla pas. Il n'y eut pas de larmes. Et cela, plus que n'importe quel sanglot, frappa plus fort que tout ce qu'il avait entendu de la journée. Ethan serra les mains l'une contre l'autre, mais il ne l'interrompit pas. Il la laissa continuer. « Tati a dit que je n'avais plus le droit d'aller au cimetière. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman. Alors, je me suis faufilé dehors. » Cette fois, Ethan ne put cacher sa réaction. Il se figea. Cette phrase, « je me suis faufilé dehors », portait en elle toute l'explication de la raison pour laquelle cette petite fille s'était retrouvée à une station-service cet après-midi-là. Elle ne s'était pas enfuie, ne s'était pas perdue. C'était juste une enfant de 8 ans qui essayait de s'accrocher à la seule personne qui l'avait jamais tenue pendant qu'elle dormait. Ethan regarda son petit visage, mince mais tranquillement défiant de la manière la plus triste. Puis, il demanda, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, « Lina, jusqu'où avais-tu prévu de marcher ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Un instant plus tard, elle murmura, « J'allais m'arrêter au cimetière, poser mon ours en peluche et rentrer à la maison. Mais j'ai eu faim. » Ethan baissa les yeux. Dans son esprit, il traça la route de la station-service au cimetière de la ville, près de 2 miles.
C'était facile pour un adulte, mais pour une enfant de 8 ans sous-alimentée, marcher tout ce chemin dans le vent froid, c'était un voyage silencieux et désespéré. Un peu plus tard, l'infirmière entra pour changer sa poche de perfusion. Lina ferma les yeux, comme si elle essayait de disparaître. Ethan se tenait dans le couloir, appuyé contre le mur. Sa main reposait sur le plâtre, ses yeux fixés sur la dernière fenêtre au bout du couloir. Personne ne lui avait demandé de rester. Il n'était qu'un étranger qui se trouvait là quand une petite fille s'était effondrée devant une station-service. Mais les événements du jour ne le laisseraient pas s'en aller en faisant semblant de n'avoir rien vu. Lina n'avait pas besoin d'un sauveur d'un instant, elle avait besoin de quelqu'un qui écouterait, quelqu'un qui la croirait, quelqu'un qui ne détournerait pas le regard quand elle disait « Tati va être fâchée ». Ethan ne savait pas ce qui l'attendait, mais il savait une chose avec certitude. Il ne pouvait pas laisser une enfant marcher jusqu'à un cimetière pour souhaiter un joyeux anniversaire à sa défunte mère, pour ensuite s'effondrer de faim dans un monde où personne ne se souciait de s'arrêter. Le ciel était toujours couvert quand Ethan quitta la clinique avec Lina. Elle avait reçu une perfusion, avait un peu de bouillie dans le ventre et sa peau avait retrouvé un peu de couleur. Mais ses yeux gardaient un regard méfiant. Ethan ne lui tint pas la main et ne parla pas beaucoup. Il se contenta d'ouvrir la porte de la voiture et de dire doucement « Tu as juste besoin de me dire où aller. Je ne te forcerai pas. » Lina fit un petit signe de tête, serrant toujours son ours en peluche. Une légère brise agita ses cheveux emmêlés, révélant une petite zone dégarnie sur son crâne due à la malnutrition. Ethan le remarqua, mais ne posa pas de questions. La voiture roula à travers le centre-ville de Glanville, puis tourna à gauche sur un chemin de terre étroit. Lina montra du doigt, au bout, il y a une clôture blanche. La maison est bleu clair. Ethan ralentit. Les arbres le long de la route étaient dénudés, avec seulement quelques grappes de fruits secs se balançant dans le vent. Les maisons étaient éparpillées des deux côtés, usées, la plupart fermées. Il était clair que cette partie de la ville ne bénéficiait pas de beaucoup d'attention. La maison apparut exactement comme Lina l'avait décrite, petite, de plein pied, avec une peinture délavée et une clôture en bois à laquelle il manquait plusieurs planches. Les fenêtres étaient couvertes de rideaux épais, et il n'y avait pas de lumière à l'intérieur. Ethan coupa le moteur, mais Lina resta assise. « As-tu peur de ta tante ?» demanda-t-il directement. Lina se mordit la lèvre, puis hocha doucement la tête. « Elle ne me frappe pas, mais elle n'aime pas que je sorte. Et elle n'aime pas que je pose des questions sur maman. » Ethan se tourna pour la regarder. Il n'y avait aucun jugement dans ses yeux, seulement une acceptation tranquille, comme quelqu'un qui s'était habitué à écouter la douleur inexprimée. « Je vais t'accompagner jusqu'à la porte. Je ne rentrerai pas. Si quelque chose ne va pas, je serai toujours là. » Lina hésita quelques secondes, puis ouvrit la porte et sortit. Elle marcha lentement, tenant son ours en peluche, ses chaussures usées grattant doucement à chaque pas. Ethan la suivit, en gardant ses distances. Elle frappa 3 fois. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit. Une femme d'environ 40 ans se tenait là, les cheveux attachés, portant un pyjama à manches longues, sans maquillage, grande et mince. Elle ne montra ni surprise ni inquiétude. Son expression ne se durcit que légèrement quand elle vit Ethan. « Lina, » dit sa voix sèche. « Où étais-tu tout l'après-midi ? » « Je suis allé un peu au cimetière. C'est l'anniversaire de maman aujourd'hui. » La femme, Diane, la tante de Lina, regarda l'enfant devant elle, puis tourna ses yeux vers Ethan. « Qui êtes-vous ? » ?»« C'est moi qui l'ai emmenée à la clinique. Elle s'est évanouie à la station-service. » Diane fronça les sourcils, mais elle n'avait pas l'air embarrassée ou reconnaissante. Elle inspira simplement lentement, comme si elle essayait de retenir son irritation. « Je lui ai dit de ne pas s'éloigner. C'est facile d'avoir des ennuis, mais elle n'écoute rien. » Ethan ne répondit pas, mais il ne partit pas non plus. Il resta juste là. Diane changea de ton, essayant de paraître plus douce. « Merci de l'avoir aidée, mais je pense qu'il est temps pour vous de partir. Je m'occupe d'elle maintenant. » Ethan baissa les yeux vers Lina. Elle se tenait immobile, figée. Pas de joie d'être rentrée. Elle n'avait pas couru à l'intérieur, n'avait serré personne dans ses bras. Elle restait là, comme si elle ne savait pas si elle avait vraiment le droit d'entrer. Ethan dit doucement, « J'ai besoin de savoir si on s'occupe bien d'elle. » D'après le médecin, Lina est gravement malnutrie. Elle est déshydratée et physiquement épuisée. « Je suis désolé, mais vous n'êtes pas son tuteur, et vous ne faites pas partie des services de protection de l'enfance, » coupa Diane. « Je n'ai aucune obligation de vous donner des explications. » Ethan ne dit rien, mais ses yeux ne la quittèrent pas. Un long silence s'installa entre eux. Finalement,
Diane attrapa le poignet de Lina et la tira doucement. Entre à l'intérieur. Lina se tourna pour jeter un coup d'œil à Ethan, juste une seconde, puis entra lentement dans la maison. Pas de larmes, pas de mots. La porte se referma derrière elle. Ethan resta là un peu plus longtemps. Il ne pouvait pas forcer le passage, il ne pouvait pas appeler la police sans preuve concrète. Mais quelque chose n'allait pas, et il le savait. Il ne pouvait pas se défaire de ce sentiment. Cette nuit-là, Ethan rentra au motel, mais son esprit resta dans cette maison à la peinture bleu pâle. Il ouvrit son ordinateur portable et chercha des informations sur Glenville, les signalements de bien-être des enfants, les services de protection de l'enfance, les conditions de signalement de la négligence infantile. Plus il lisait, plus sa poitrine se serrait. Les règlements, les exigences, la bureaucratie, tout lui disait qu'il n'avait pas encore assez d'éléments pour intervenir, pas encore. Mais il se souvenait des yeux de Lina, de la façon dont elle avait demandé « Je peux rentrer à la maison maintenant », de la façon dont elle avait peur et s'était quand même poussée à atteindre le cimetière. Une petite fille essayant de maintenir sa mère en vie par le souvenir, tandis que les adultes autour d'elle étaient plus préoccupés par les apparences que par la reconnaissance des signes évidents de traumatisme. Avant de fermer l'ordinateur portable, Ethan enregistra l'adresse du domicile de Diane. Il savait une chose avec certitude, s'il le fallait, il reviendrait. Parce qu'il y a des choses que l'on ne peut pas simplement ignorer, surtout quand on a un jour juré de ne jamais abandonner personne. 3 jours plus tard, la pluie était arrivée à Glenville. Pas une tempête, juste une bruine constante avec un vent froid transportant l'humidité à travers les fissures de chaque vieille fenêtre. Le ciel resta d'un gris pâle toute la journée, comme une couverture humide drapée sur une petite ville endormie, prise entre les saisons. Ethan se gara de l'autre côté de la rue. C'était la même maison bleu pâle, les fenêtres toujours fermées, les rideaux tirés, aucun bruit ne venait de l'intérieur. Mais il savait que Lina était là. Il s'était arrêté discrètement 2 fois auparavant, chaque fois restant dans sa voiture pendant 20-30 minutes, puis s'en allant. Pas de vraie raison, juste un malaise. La 3e fois, il décida d'appeler un vieux numéro enregistré dans ses contacts. Sarah, une amie qui travaillait auparavant dans les services sociaux locaux, maintenant conseillère scolaire. Ethan ? Sa voix à travers la ligne était surprise. Salut Sarah. J'ai besoin de te poser une question sur une enfant de 8 ans. Je suspecte de la négligence, à la fois émotionnelle et physique, mais je n'ai pas de preuves solides. Il lui donna la version courte. Sarah écouta sans l'interrompre. Quand il eut fini, elle expira doucement. Si tu te soucies vraiment de l'enfant, attends qu'elle parle d'abord. Une note, une phrase, n'importe quel signe. Ne la brusque pas. Mais si elle te fait confiance, elle laissera quelque chose derrière elle. Ethan n'était pas sûr de quoi faire de ce conseil, mais ce soir-là, presque par habitude, il repassa par cette rue étroite avant de retourner au motel. Et cette fois, il vit Lina. Elle était assise sur les marches du perron, serrant son ours en peluche délabré. La pluie était légère, une brume plus qu'une averse. Une main protégeait un petit carnet ancien, l'autre tenait son mince blouson fermé. Elle ne pleurait pas. Elle ne bougeait pas. Elle était juste assise là, silencieuse. Ethan ne sortit pas de la voiture. Il baissa simplement un peu la fenêtre et la regarda de loin. Au bout d'un moment, la porte d'entrée s'ouvrit. Diane sortit et dit quelque chose, sa voix trop faible pour être entendue. Lina se leva tranquillement et rentra à l'intérieur. Mais le carnet, elle l'avait laissé sur la marche en pierre, à côté de son ours en peluche. Quand les lumières à l'intérieur s'éteignirent enfin, Ethan sortit et s'approcha. Il ne réfléchit pas, ses pieds bougirent simplement. Le vieux carnet était humide sur les bords, sa couverture ramollie par la pluie. Il ouvrit la première page. De l'encre bleue, une écriture soignée, tachée ici et là par l'eau. « Maman, aujourd'hui j'ai rêvé de toi. Tu ne disais rien. Tu étais juste assise à me sécher les cheveux, comme avant. Je t'ai parlé de l'homme de la station-service. Il n'a pas posé beaucoup de questions, mais il avait l'air vraiment triste. Je pense qu'il a eu quelqu'un comme toi. Je sais que je n'étais pas censé aller au cimetière, mais ce jour-là, c'était ton anniversaire. Je suis désolé. Je voulais juste que tu saches que je me souviens toujours. Je laisserai mon ours en peluche sur ta tombe quand il fera soleil. Ne t'inquiète pas, j'apporterai le plus vieux. Tati ne le saura pas. » Ethan ferma le carnet. Ses mains étaient froides à cause de la pluie, mais son cœur se serra d'une étrange chaleur. Le courage tranquille d'une enfant qui n'avait plus personne en qui avoir confiance, à part elle-même. Il ne prit pas le carnet, il le remit exactement là où il l'avait trouvé. Mais il savait que Lina avait placé sa confiance en lui.
Le lendemain matin, Ethan revint. Il ne rentra pas, il se tint juste près de la clôture et appela doucement « Lina ». La porte s'entr'ouvrit. Lina ne courut pas dehors, mais elle ne la ferma pas non plus. Un petit signe, mais clair. « J'ai oublié mon parapluie », dit-elle. Ses yeux se détournèrent légèrement. Ethan tendit un parapluie plié. « J'en ai apporté un de plus au cas où tu en aurais besoin. » Lina fit un léger signe de tête. Elle ne sourit pas, mais ses yeux n'évitaient plus les siens. Ce jour-là, Ethan conduisit Lina à l'école. Peu de mots furent échangés, mais dans le rétroviseur, il la vit se retourner et lui faire un signe de la main. Le lendemain, il revint. Et les jours qui suivirent aussi. Diane ne l'arrêta pas. Quand Ethan demanda s'il pouvait emmener Lina à l'école tous les matins, Diane se contenta de lever un sourcil. « Vous êtes militaire ? » « J'ai servi au Moyen-Orient. » « Alors vous savez probablement ce que signifie la discipline. Les enfants se réveillent toujours en retard. Si elle commence à arriver à l'heure, je n'aurai pas à entendre les voisins se plaindre. » Ethan ne dit rien. Diane croisa les bras et le regarda un moment. « Vous connaissez quelqu'un de la famille de son père ? » « Je suis juste le type qu'il a trouvé évanoui à la station-service. » Une brève pause. « Faites ce que vous voulez. Ne faites pas d'histoire, c'est tout. J'ai le service du matin à la laverie. » C'était suffisant. Ethan comprit. Elle ne s'en souciait pas, mais elle ne voulait pas d'ennui non plus. Quand il suggéra que Lina rejoigne le cours de dessin du samedi au centre communautaire, Diane hocha immédiatement la tête. « Tant que je ne paie pas pour ça. » Ethan la remercia. Non pas pour sa permission, mais parce que cela signifiait que Lina aurait un endroit sûr pour exprimer ce qu'elle ne pouvait pas dire à haute voix. Une fois, quand Ethan la récupéra après son cours de dessin, Lina lui tendit un petit morceau de papier. L'écriture était soignée et ronde. « Tati dit que je n'ai pas besoin d'amis. Mais je pense que peut-être je pourrais être votre ami. » Ethan hocha la tête et glissa la note dans la poche de sa chemise. Il ne dit pas « ça me rend heureux » ou « je tiens à toi ». Il répondit simplement « les amis ne se quittent pas. » Marché conclu ? Lina sourit, ses bras toujours enroulés autour du vieil ours en peluche. À partir de ce moment-là, de petits signes commencèrent à apparaître. Lina souriait plus en quittant la maison. Elle commença à parler davantage avec son professeur. Et surtout, elle écrivait. Elle écrivait sur sa mère, sur le vent, sur des rêves où quelqu'un lui séchait doucement les cheveux comme avant. Ethan ne se précipitait pas, mais il savait qu'en quelques semaines de plus, il aurait suffisamment de preuves. Non pas pour gagner la garde, ni pour jouer les héros, mais pour aider Lina à rester là où elle appartenait vraiment. Un endroit sûr, un endroit où elle n'aurait pas à s'excuser d'être en deuil, un endroit où l'amour n'aurait pas à être caché. Ce soir-là, après avoir ramené Lina chez elle en toute sécurité, Ethan ne retourna pas tout de suite au motel. Il se rendit à la bibliothèque municipale de Glanville. Le ciel restait couvert, la pluie s'était atténuée mais n'avait pas complètement cessé. L'air était épais, une fine brume enveloppait les rues étroites d'un voile fantomatique. Les lumières à l'intérieur de la bibliothèque étaient toujours allumées. C'était le seul endroit auquel il pouvait penser où la vérité pouvait encore exister, du moins le genre de vérité que quelqu'un avait un jour couché sur papier. Ethan entra. Derrière le comptoir se trouvait toujours Madame Gormand, une femme d'une soixantaine d'années à la voix rauque et aux cheveux argentés soigneusement attachés en chignon. Elle leva les yeux au bruit de la sonnette. « Je peux vous aider ? Je cherche le nom de quelqu'un. La mère d'une petite fille nommée Lina. Je pense qu'elle est décédée il y a environ 4 mois. La fille s'appelle Lina ? Je ne connais pas le nom de famille. Elle ne l'appelait que maman, rien d'autre. » Madame Gormand fronça légèrement les sourcils. Elle attrapa un vieux classeur et feuilleta les pages des avis de décès archivés. Après quelques instants, elle s'arrêta, son doigt glissant le long d'une ligne de petits caractères. « C'est ici. Caroline Monsieur Brox, décédée le 14 février. La cause est indiquée comme un accident de voiture. Y a-t-il autre chose d'écrit ? » Elle hocha légèrement la tête et sortit d'un tiroir une coupure de journal jauni scellée dans une mince pochette en plastique. Ethan la prit. L'article n'occupait qu'un petit coin de la page du journal, un seul paragraphe bref. Le 14 février, Caroline Monsieur Brox, 32 ans, est décédée sur les lieux à la suite d'une collision sur la route du comté 18. Elle laisse dans le deuil une jeune fille. Des funérailles privées ont eu lieu. Aucune visite publique acceptée. Pas d'avis de décès officiel, pas de photos, pas de mention d'amis, de collègues ou de famille. Juste un nom et une fin discrète.
Est-ce que quelqu'un a assisté aux funérailles? Demanda Ethan. Personne ne savait grand-chose. J'ai entendu des gens dire que sa sœur, Madame Diane, ne voulait pas d'attention supplémentaire. Personne n'a rendu hommage. Rien n'a jamais été affiché à l'église. Personne n'a posé de questions. C'était comme si quelqu'un voulait que tout cela disparaisse. Ethan la remercia et retourna dehors dans la nuit. La pluie avait cessé, mais le vent portait toujours une fraîcheur humide. Il resserra sa prise sur le volant. Les premières pièces commençaient à s'assembler, et chaque pièce renvoyait à un seul nom, Diane. Le lendemain matin, Ethan s'arrêta à l'ancienne clinique où Caroline travaillait comme infirmière. C'était un petit bâtiment en briques du côté sud de la ville, maintenant usé et délavé, avec une enseigne dont les lettres avaient lentement disparu au fil des années. Il dit simplement qu'il était une vieille connaissance qui cherchait à en savoir plus sur Caroline Brooks. Une infirmière d'âge moyen qui essuyait le comptoir de la réception leva les yeux et cligna des yeux. « Caroline ? Oui, je me souviens d'elle. Elle a travaillé ici longtemps ? Plus de 3 ans. Une bonne femme, discrète mais assidue, toujours à l'heure. Elle ne se plaignait jamais, mais ne se rapprochait de personne non plus. Un jour, elle a juste démissionné. Y a-t-il eu une raison invoquée ? L'infirmière s'arrêta pour réfléchir. Je me souviens juste que quelques semaines avant son départ, j'ai trouvé Caroline en train de pleurer dans le vestiaire. Personne ne savait pourquoi. Elle tenait une enveloppe dans sa main, la serrant très fort. Je lui ai demandé, mais elle a juste secoué la tête. Ethan resta silencieux un instant, puis il demanda, est-ce qu'elle parlait de sa sœur, Diane ? L'infirmière laissa échapper un léger rire, mais secoua la tête. Je me souviens seulement d'une chose que Caroline a dit un jour. S'il m'arrive quelque chose, je prie juste pour que Lina ne se retrouve jamais avec cette femme. Ça m'a donné des frissons, mais je n'ai pas osé en demander plus. Le même soir, Ethan ramena Lina chez elle comme d'habitude, mais cette fois, il ne put plus se taire. La voiture s'arrêta devant la clôture. Lina détacha sa ceinture de sécurité, serrant toujours le vieil ours en peluche dans ses bras. Mais avant qu'elle ne puisse ouvrir la porte, Ethan parla doucement. « Lina, je peux te demander quelque chose ?» Elle le regarda, ne disant rien. « Comment est morte ta mère ?» Lina baissa les yeux, ses lèvres pressées l'une contre l'autre. Il fallut un long moment avant qu'elle ne chuchote finalement, « Tati a dit que maman s'est endormie au volant. Et après ça, je suis venu vivre avec elle. Elle a dit qu'il ne restait personne d'autre pour s'occuper de moi. » Je vois, hocha Ethan, sa voix s'adoucissant. Il n'insista pas, ne fouilla pas, resta juste assis tranquillement, les yeux fixés sur la route devant lui. Après un moment, il demanda, « As-tu encore quelque chose qui appartenait à ta mère ?» Lina hésita. Elle tendit la main dans son sac et en sortit un livre mince et usé. Elle en feuilleta les pages et en sortit une vieille enveloppe jaunie par le temps. Je n'ai jamais osé l'ouvrir. Tati ne sait pas que je l'ai. Depuis combien de temps as-tu ça? Depuis longtemps. Je l'ai caché dans mon livre de maths. Personne ne regarde jamais là-dedans. Ethan la prit doucement. Il ne l'ouvrit pas, se contenta de la regarder. Je vais la garder pour toi. Quand tu seras prête à la lire, fais-le-moi savoir. Lina hocha la tête, ses yeux scintillèrent, mais aucune larme ne coula. Dans la poche de sa veste, Ethan avait maintenant une enveloppe fanée, quelque chose qui pouvait tout changer. Mais il ne ressentait ni hâte ni excitation. Une seule pensée s'enfonçait profondément dans sa poitrine. Pourquoi une mère laisserait-elle sa fille avec quelqu'un qu'elle savait clairement ne pas devoir le faire? Et si Caroline avait vraiment laissé un message derrière elle, pourquoi personne ne l'avait-il entendu? Il était tard, la douce lumière jaune de la petite chambre de location projetait une lueur sombre sur les papiers dans les mains d'Ethan. Il resta assis immobile pendant un long moment avant d'ouvrir l'enveloppe que Lina lui avait tendue. Une lettre, maintenant jaunie par le temps, ses bords légèrement recourbés comme si elle avait été cachée puis soigneusement préservée en silence. La première ligne apparaissait en traits obliques et soignée d'encre bleue. Si quelqu'un lit cette lettre, cela signifie que je ne suis plus là. Et si cette personne s'est suffisamment souciée de Lina pour trouver cette lettre, alors je vous remercie. Ethan se redressa. L'air dans la pièce devint soudainement plus lourd. Il lut chaque mot lentement, chaque ligne ressemblant à un testament. Mon nom est Caroline Brooks. J'ai une fille nommée Lina. Son père est décédé avant que Lina ait 2 ans. Je l'ai élevée seule, avec l'aide ou plutôt la surveillance de ma sœur cadette, Diane. Ethan ne quitta pas le papier des yeux, ses doigts se crispèrent légèrement en lisant la ligne suivante. Diane n'est pas cruelle d'une manière évidente, mais elle est froide, sans émotion,
contrôlante et toujours convaincue qu'elle a raison. Pour elle, les sentiments sont une faiblesse. Quand notre mère est morte, j'ai cru que Diane était la seule personne sur qui je pouvais compter, mais j'avais tort. Ethan sentit un poids s'installer dans sa poitrine. Il avait vu beaucoup de choses pendant son service militaire. Le chagrin, la perte, les ravages de la guerre. Mais il n'avait jamais lu une lettre qui lui faisait si mal au cœur. Caroline n'accusait pas sa sœur directement, elle décrivait simplement les longs quarts de nuit pendant lesquels Diane ne bordait jamais Lina, ne lui lisait jamais une histoire au coucher, ne posait jamais une seule question après l'école. Le moment où elle avait découvert que Diane avait discrètement tenté d'obtenir la garde légale, en affirmant que Lina était trop fragile et qu'elle ne survivrait pas à moins d'être endurcie par une discipline stricte. Elle parlait de ses projets de partir, des projets interrompus par un événement non détaillé. À la fin de la lettre, Caroline écrivit « J'écris ceci parce que j'ai peur. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Si je pars, je supplie quiconque trouve cette lettre de comprendre que Diane n'est pas la personne qui devrait élever une enfant en deuil. S'il vous plaît, aidez Lina à se souvenir de sa mère. » Ethan plia la lettre et resta assis en silence pendant plusieurs minutes. Pas un bruit, seulement le vent qui s'engouffrait par la fissure de la porte. Ce soir, il savait qu'il ne pouvait plus rester silencieux. Le lendemain matin, Ethan se rendit chez Diane sans prévenir. La maison était silencieuse, le portail peint en blanc était ébréché et usé par le temps. Diane ouvrit la porte, son expression inchangée quand elle le vit. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda-t-elle sans détour, sans courtoisie. Ethan ne répondit pas tout de suite. Il tendit la vieille enveloppe, la regarda droit dans les yeux. Cette lettre a été écrite par Caroline avant sa mort. Diane se figea un instant, sa main se resserrant légèrement sur le bord de son chemisier. Son regard vacilla un peu, mais Ethan avait vu assez de gens essayer de garder leur masque. « Je ne sais pas qui vous êtes, dit-elle, mais je pense que vous vous mêlez bien trop de quelque chose qui ne vous regarde pas. » Ethan répondit calmement, « Je ne suis pas bon pour les petites conversations, mais je connais la différence entre quelqu'un qui est strict et quelqu'un qui est cruel. » Diane croisa les bras et s'appuya légèrement contre le cadre de la porte. « C'est moi qui l'ai élevé, qui l'ai nourri, qui ai payé son école pendant que le reste de la famille ne se souciait pas d'elle. Si je suis cruel, alors qui a fait plus que moi ?» Ethan la regarda un instant, sa voix était basse, sans colère, juste ferme. Parfois, la pire chose n'est pas de frapper un enfant, c'est de l'ignorer. C'est de lui faire croire que ses sentiments sont un fardeau. L'air entre eux devint lourd. Diane ne répondit pas. Elle se détourna simplement, une main toujours sur le cadre de la porte, son ton se durcissant. « Je n'ai aucune obligation de me justifier auprès de vous. » Ethan n'haussa pas les épaules, ne recula pas. « Vous avez raison. Mais j'ai déjà transmis une copie de cette lettre à un conseiller juridique et je demanderai un ordre de garde si je dois le faire. » Diane ne le regarda pas, mais la porte commença lentement à se refermer. Pas de claquement, pas de protestation. Juste une porte froide et silencieuse qui se fermait comme un aveu tacite. Cet après-midi-là, Ethan se tenait à l'extérieur du portail de l'école élémentaire de Glanville. Lina sortit en courant, son sac à dos lourd sur les épaules. Elle sourit doucement en le voyant, et la première chose qu'elle demanda fut « Tu as apporté mon ours en peluche ?» Ethan hocha la tête, tapotant son sac à dos. « Oui. » Lina ouvrit la fermeture éclair de son sac d'école et en sortit soigneusement un morceau de papier soigneusement plié. « J'ai écrit une autre lettre pour maman. Je veux l'emmener sur sa tombe. » Ethan ne dit rien, se contenta de hocher la tête. En fin d'après-midi, ils s'arrêtèrent au cimetière au bout de la rue. Le ciel était d'un gris pâle, le vent bruissant à travers les arbres comme un murmure tranquille. Ethan ne s'avança pas tout de suite. Il laissa Lina y aller seule. Elle s'assit devant une simple pierre tombale. Pas de fleurs, pas de bougies, juste de la poussière et de l'herbe envahissante. Lina posa doucement l'ours en peluche sur le bord de la pierre. Elle ouvrit la lettre et commença à lire, sa voix tremblante mais claire. « Maman, aujourd'hui je n'ai pas eu aussi froid que d'habitude. Peut-être parce que quelqu'un était derrière moi. Je pense que tu l'aimerais bien. » Ethan se détourna, la laissant vivre ce moment sacré. Il ne voulait pas s'immiscer. Mais dans son cœur, cette phrase simple et honnête avait planté quelque chose de réel, un lien qui commençait à prendre racine, né de la douleur, nourri par la confiance et exprimé non pas par le bruit, mais par la présence de la bonne personne. Ethan resta immobile au bord du cimetière, sous les branches dénudées d'un érable. L'air était doucement froid, une légère bruine qui persistait depuis midi n'avait pas encore complètement cessé.
Devant lui, Lina était assise seule à côté d'une petite tombe simple, ses mains reposant sur la lettre qu'elle venait de finir de lire. Elle ne pleura pas, mais quand elle plia la lettre et se leva lentement pour marcher vers lui, Ethan sut que quelque chose en elle venait de se refermer, et que quelque chose d'autre commençait à s'ouvrir. Il ne demanda rien. Il dit seulement, sa voix aussi douce que la brume, « Tu as faim ?» Lina ne répondit pas, se contenta de hocher doucement la tête. Mais ce qu'Ethan n'avait pas prévu, c'est qu'au moment où il se retourna pour partir, la petite fille tendit la main et prit la sienne. Une petite main tremblante légèrement sous le vent froid, mais plus chaude que n'importe quelle promesse qu'ils n'avaient jamais reçue. Et c'est ainsi qu'ils s'éloignèrent ensemble. Ils s'arrêtèrent dans un petit restaurant au bout de la rue, le Eliza S. Sandwich Shop, tenu par une femme au sourire doux et aux mains qui sentaient toujours un peu l'anis étoilé. Quand elle vit Ethan entrer avec une petite fille, elle hocha simplement la tête, ne dit rien et leur apporta 2 sandwichs chauds au bœuf rôti et une casserole fumante de lait de soja. Lina mangea lentement, chaque bouchée était petite, soigneusement mâchée. Elle ne parla pas, ne regarda personne. Ethan était assis en face d'elle, sa main enroulée autour d'une tasse de café qui était devenue froide il y a un moment. Il ne la força pas à parler, ne fit pas semblant d'être joyeux. Il savait que les enfants qui ont été profondément blessés n'ont pas besoin de questions, ils ont besoin d'une présence constante et inébranlable. Quand Lina eut fini la moitié de son sandwich et était assise, clignant des yeux d'un air somnol, Ethan sortit discrètement son téléphone. Il composa un numéro dont il n'avait jamais pensé avoir besoin, William Tate, un avocat à la retraite, ancien officier juridique dans l'armée, vivant maintenant dans la ville voisine de Glanville. Quand William décrocha, sa voix était toujours ferme, légèrement rauque comme du vieux tabac. « Ethan ? J'ai besoin d'aide, c'est pour une enfant. » Ethan ne tourna pas autour du pot. Il lui raconta tout, à propos de Lina, de Diane, de la lettre de la défunte mère de la fille, et de l'atmosphère sinistre et étouffante qui régnait dans la maison où l'enfant vivait. William n'interrompit pas. Ce n'est qu'à la toute fin qu'il parla lentement. « Apportez la lettre originale. Je devrais en faire une copie certifiée et rédiger un rapport préliminaire pour le tribunal civil. » Le lendemain après-midi, Ethan se rendit à la petite maison en bois où William vivait et travaillait. L'endroit était modeste, mais chaque détail reflétait la nature méticuleuse de son propriétaire. Les livres de droit étaient soigneusement rangés, l'imprimante, le scanner et le fax étaient tous encore en bon état de fonctionnement. Sur le bureau, il y avait une vieille paire de lunettes de lecture. William mit les lunettes et lut la lettre du début à la fin, sans sauter une seule ligne. Un langage très personnel, remarqua-t-il, mais il y a un ton subtilement accusateur. Pas de contradiction, pas d'excès émotionnel. Elle a peur, mais elle réfléchit clairement. Et si la fille vit toujours dans ces conditions, nous pouvons demander une ordonnance de supervision temporaire auprès du tribunal. Ethan se redressa, mais William leva une main. J'ai besoin de plus de témoins. Quelqu'un qui a vu comment la tante traite l'enfant. Des enseignants, des voisins, n'importe qui. Pas des opinions, il faut des descriptions concrètes. Ce soir-là, Ethan se rendit à l'école élémentaire de Glanville. Il prit rendez-vous avec Marion, l'institutrice de Lina en 3e année. Elle le reçut dans son bureau après les heures de classe, son visage était doux, mais ses yeux devinrent anxieux à la mention du nom de Lina. C'est une bonne enfant, mais elle est très silencieuse, toujours repliée sur elle-même, comme si elle avait peur que si elle dit la mauvaise chose, quelqu'un pourrait disparaître. « Est-ce qu'elle a déjà parlé de quelque chose ?» demanda Ethan. L'institutrice secoua la tête, mais ensuite elle se souvint. « Une fois, j'ai demandé aux enfants de dessiner leur famille. Lina en a apporté un. Il ne montrait que 2 personnes, elle et quelqu'un en uniforme. Pas d'image de la tante. Et qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit, j'ai dessiné la personne qui ne me quittera pas. J'ai demandé qui c'était, et elle a juste souri. » Cette réponse coupa Ethan comme une petite lame. Pas profonde, mais elle resta. Plus tard, la même nuit, Ethan s'arrêta dans le quartier où vivait Diane. Il ne frappa pas à sa porte, il parla plutôt avec quelques résidents de longue date. Personne ne parla directement en mal de Diane, mais ils avaient tous le même genre de réponse. Ils évitaient le contact visuel, soupiraient, puis laissaient échapper des remarques à moitié prudentes, à moitié véridiques. Lina ? Une douce fille, mais elle sourit rarement. Sa tante garde les choses bien en main, elle ne la laisse pas beaucoup jouer avec les enfants du quartier. Un homme d'âge moyen se rappela, une fois, j'ai vu la fille assise sur les marches du perron pendant plus d'1 heure. Personne n'a ouvert la porte. J'ai cru que la maison était vide, mais la porte s'est ouverte en grand et la tante a juste dit « Rentre ».
Qu'est-ce que tu fais dehors? Elle n'a même pas demandé si elle allait bien. Ethan écrivit tout, ligne par ligne. Pendant le week-end, William compléta le dossier préliminaire. Il le soumit personnellement au tribunal civil du district, demandant un examen des conditions de vie de Lina et proposant qu'une garde temporaire soit accordée à un tuteur neutre, au moins jusqu'à ce qu'une évaluation officielle des services de protection de l'enfance puisse être menée. Ethan ne dit pas un mot à Lina à ce sujet. Chaque matin, il la prenait toujours pour l'école, chaque après-midi, il s'arrêtait toujours à la vieille boulangerie, et chaque soir, ils lisaient des histoires ensemble. Ethan ne changea rien à leur routine, sauf une petite chose. Il laissait toujours la porte de la chambre du motel légèrement ouverte. Non pas parce qu'il oubliait, mais parce qu'il voulait qu'elle sache qu'elle n'avait pas à frapper, qu'elle n'avait pas besoin de permission. Si jamais elle décidait d'entrer, quelqu'un l'attendrait toujours. Une nuit, Lina leva les yeux du livre qu'elle lisait à table et demanda « Oncle Ethan, est-ce que tu vas rester ici longtemps ?» La question sortit de nulle part. Ethan la regarda, puis répondit sans hésitation « Longtemps. Jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de moi. » Lina ne dit rien. Elle se tourna vers sa page inachevée, mais Ethan vit que ses petites épaules s'étaient un peu relâchées, comme si à cet instant, un poids silencieux avait glissé de son dos. Lundi matin, le ciel était d'un gris terne. Pas de pluie, mais l'air était épais, comme si quelque chose de lourd était sur le point de s'abattre. Ethan s'arrêta devant le portail de l'école, comme il le faisait chaque matin. Mais contrairement à d'habitude, Lina ne se précipita pas pour ouvrir la porte. Elle resta immobile, ses doigts jouant avec la sangle de son sac à dos, les yeux fixés sur la cour de l'école. Ethan se pencha légèrement, sa voix douce. « Ça va, Lina ?» Il fallut quelques secondes avant que la petite fille ne chuchote finalement « Hier, Tati a dit que je n'avais plus le droit de partir avec toi. » Le front d'Ethan se plissa. Il s'y attendait, mais l'entendre de la bouche de Lina lui serra la gorge. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? La petite fille déglutit, son regard baissant. Elle a dit que je te créais des ennuis. Des journalistes qui appellent, des voisins qui parlent. Elle a dit que si je continuais, je pourrais finir dans un orphelinat et que personne ne voudrait m'adopter. La voix de Lina tremblait. C'était un autre genre de tremblement. C'était une enfant qui ne pleurait pas, même avec une forte fièvre, qui ne se plaignait pas, même quand elle se cassait un ongle en tombant. Mais maintenant, sa petite main serrait fermement le coussin du siège, comme si elle essayait de s'accrocher à quelque chose qui s'échappait. Elle a aussi dit que tu es gentil juste parce que tu as pitié de moi, et qu'un jour, tu partiras aussi, comme tous les autres adultes. Ethan ne dit rien. Il regarda vers la clôture où d'autres enfants bavardaient et couraient à l'école. Puis, il baissa la tête à son niveau, assez près pour qu'elle seule puisse l'entendre. Lina, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. La fille ne répondit pas. Elle sortit de la voiture, les épaules rentrées. Cette petite silhouette disparut dans les portes de l'école. Ce soir-là, Ethan se rendit chez Diane. Il n'appela pas à l'avance. La maison était silencieuse, mais cette fois, le silence ne venait pas de la nuit, il venait de la prudence, comme une porte qui avait déjà été fermée de l'intérieur de l'esprit du propriétaire. Diane ouvrit la porte, un pull gris, les cheveux soigneusement attachés. Son visage était de pierre et elle ne prit pas la peine de regarder Ethan dans les yeux. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-elle d'une voix vive, son irritation pleinement visible. « J'ai déjà dit à la fille qu'elle ne devait pas partir avec des étrangers. » Ethan se tenait droit, le regard ferme. « Je ne suis pas un étranger. Je suis quelqu'un en qui sa mère a eu confiance, et j'en ai la preuve. » Diane croisa les bras, sa voix montant d'un cran. « Confiance? Avez-vous oublié? C'est moi qui vous ai permis de l'emmener à l'école parce que vous êtes un soldat, parce que je pensais qu'au moins, vous aviez des principes. Mais j'avais tort. Vous vous mêlez de choses qui ne vous regardent pas. » Ethan resta calme, inébranlable. « Je ne me mêle pas. Je ne peux juste pas rester sans rien faire quand je vois une enfant vivre dans la peur. » « La peur? » Diane ricana comme si elle venait d'entendre une blague. « C'est moi qui l'élève. C'est moi qui la nourris jour après jour. Étiez-vous là quand elle avait de la fièvre au milieu de la nuit? L'avez-vous entendu pleurer à cause de cauchemars? Vous êtes là depuis quelques semaines et vous pensez que vous comprenez tout? » Ethan ne discuta pas. Il sortit discrètement une photocopie de la lettre de Caroline et l'attendit. Diane y jeta un coup d'œil, ses yeux ne scièrent pas. Sa voix coupa comme une lame. Une lettre manuscrite d'une femme morte? Comme c'est pratique. N'importe qui peut griffonner quelques lignes émotionnelles et blâmer les vivants. Les morts ne choisissent pas qui élève leur enfant,
mais les vivants peuvent choisir comment ils la traitent. La voix d'Ethan était basse, mais chaque mot était délibéré. J'ai la garde légale, s'emporta Diane. Et si vous continuez à interférer, j'appellerai la police pour intrusion. Je ne suis pas ici pour vous menacer, Ethan croisa son regard. Je suis ici pour dire une chose clairement, je ne resterai pas sans rien faire si Lina est à nouveau blessée. Diane le fixa d'un air vide. Elle inclina légèrement la tête, puis ferma la porte. Pas avec force, mais complètement. Le lendemain matin, Lina n'attendit pas Ethan. Elle se rendit seule à l'école. Quand Ethan passa en voiture, la fille détourna le regard. Elle ne dit rien. Ethan n'insista pas. Quelques jours plus tard, il cessa de se présenter au portail de l'école, mais il la surveillait toujours de loin. Le jeudi après-midi, quand Lina était assise seule sur le banc en pierre après la classe, Ethan s'approcha. Il s'assit, laissant juste assez d'espace entre eux et dit calmement « Je sais que tu as peur, mais il y a une chose dont tu dois te souvenir. Tout ce que les adultes disent n'est pas vrai. » Lina resta silencieuse. Ethan regarda le sol, puis ajouta, presque comme une confession, « Ta mère a laissé une lettre. Elle a écrit « S'il arrive quelque chose, ne laissez personne vous faire croire que vous méritez d'être abandonné. » Les yeux de Lina vacillèrent pour la première fois depuis des jours. Elle le regarda droit dans les yeux, sans ciller, sans hocher la tête. Ethan se leva. Il ne la toucha pas. Il la laissa simplement avec une phrase, « Je ne te ferai pas peur, mais je ne disparaîtrai pas non plus. » Il s'éloigna, sa silhouette s'estompant derrière la clôture en fer de l'école. Lina resta sur le banc. Le vent agitait ses cheveux emmêlés, le bruit des pas des élèves se fit rare, mais pour la première fois, ses yeux ne se tournèrent pas vers la maison. Ils suivirent quelqu'un qui ne la laissait pas derrière lui. Ethan arriva au bureau de l'avocat Mackay un mercredi matin. Une pluie légère tombait sur Glenville. Son manteau était trempé, mais son visage restait résolu. Dans sa main, il tenait un dossier qu'il avait passé les 3 derniers jours à préparer. Des photocopies de la lettre de Caroline, une copie des dossiers scolaires de Lina et quelques notes de leur conversation. Mackay, un avocat chevronné qui avait un jour servi dans l'armée, le salua d'une poignée de main ferme. « Vous n'êtes pas biologiquement lié à l'enfant. On ne vous a jamais accordé la garde légale. Et je suppose que la tante a tous les documents appropriés établissant la garde ?» Ethan hocha la tête. « Je n'essaie pas d'obtenir la garde. Je veux juste un examen objectif pour déterminer si cet environnement de vie est vraiment adapté à une enfant qui vient de perdre sa mère. » Mackay le regarda droit dans les yeux. « Et si le tribunal rejette la requête ? Si la tutrice affirme que vous vous ingérez avec des motifs personnels ?» Ethan répondit lentement, « J'ai servi dans des zones de conflit où des enfants ont perdu leurs 2 parents en quelques secondes. Je connais le regard dans les yeux d'un enfant qui a besoin d'être sauvé. Et je sais aussi que je ne suis pas un héros, mais au moins, je ne détourne pas le regard. » Mackay expira, puis hocha la tête d'un air réfléchi. « Je vais déposer une requête pour une enquête sur l'environnement de garde auprès du tribunal local. Il faudra au moins 3 semaines pour qu'elle soit approuvée. En attendant, s'il y a d'autres signes que la situation de vie est psychologiquement néfaste, assurez-vous de les documenter. » Ethan quitta le bureau juste au moment où la pluie s'arrêtait. Dans sa main, il tenait le résumé du cas, qu'il garderait comme une arme. Non pas pour frapper, mais pour protéger. Cet après-midi-là, il ne se rendit pas à l'école pour voir Lina. Il demanda plutôt à une employée de la clinique de Jenna de rédiger un rapport médical, une confirmation formelle que l'évanouissement à la station-service n'était pas un incident aléatoire, mais le résultat d'une malnutrition prolongée, d'un épuisement et d'un léger stress psychologique. 3 jours plus tard, Lina se rendit à la bibliothèque municipale. Diane ne l'accompagna pas. Elle s'assit dans la section pour enfants, ne lisait pas, elle restait juste assise. Ethan, qui se trouvait aussi à la bibliothèque, se tenait au bout de l'allée, observant de loin. Il ne s'approcha pas, ne dit pas un mot. Lina le savait, mais elle fit semblant de ne pas le voir. Ce n'est qu'au moment où elle s'apprêtait à partir qu'elle passa devant lui. Ethan ne l'appela pas, mais Lina s'arrêta très doucement, comme une feuille qui effleure le sol. « Combien de temps encore resterez-vous ici ?»« Je ne sais pas, » répondit honnêtement Ethan. « Je serai là jusqu'à ce que tu n'aies plus peur. » Lina leva les yeux pour la première fois de la semaine. Ses yeux n'étaient pas sur la défensive. « Je ne mentirai plus. Cette fois, Tati a dit que si je continuais à te voir, il m'enverrait loin. Plus de maison. » Ethan hocha doucement la tête. « Je sais. » Lina serra les lèvres. « Mais s'il m'envoie loin,
est-ce que je pourrais choisir? Ethan la regarda, un long silence, puis il dit, quand tu auras un certain âge, la loi te demandera ce que tu veux, mais d'ici là, ce sont les adultes qui sont responsables, pas toi. Lina ne dit rien, mais elle sortit un dessin de la poche de son manteau. Un morceau de papier froissé avec une esquisse d'un soldat debout à côté d'une petite fille tenant un ours en peluche. En bas, d'une écriture tremblante, il y avait un seul mot, reste. En ce matin de début d'automne, le ciel au-dessus de Glanville était clair et vif. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres givrées du bâtiment administratif où une session à huis clos sur la garde temporaire se déroulait tranquillement. Pas de presse, pas de foule. Mais à l'intérieur de cette petite pièce, le destin d'une enfant était sur le point d'être réécrit, pour la première fois, de sa propre voix. Ethan était assis tranquillement dans un coin, portant une chemise gris pâle, son expression calme. À côté de lui se trouvait l'avocat commis d'office, ne tenant rien en main. Tout ce qui était nécessaire avait déjà été soumis la veille. Les dossiers médicaux de Lina, des notes du docteur Jenna, une évaluation de l'environnement de sa vie actuelle et un rapport sur son état émotionnel après l'incident de l'évanouissement. Diane était assise en face d'eux. Le même costume sombre, les mêmes cheveux soigneusement attachés, mais son visage était plus solennel que d'habitude. Elle ne regardait personne, ses yeux restaient fixés sur la table en bois devant elle. La porte s'entr'ouvrit. Une assistante sociale fit entrer Lina. La petite fille portait un vieux manteau, ses pas étaient légers comme une plume, comme si elle avait peur que le sol fasse du bruit. Elle tenait un ours en peluche délabré dans ses bras, comme un adulte pourrait s'accrocher au dernier morceau fragile de son passé. La session commença. Le fonctionnaire président parla d'un ton calme et régulier, parcourant des sections du dossier, s'arrêtant sur quelques points clés, puis dit lentement, « Nous ne rouvrons pas l'affaire depuis le début, mais après avoir examiné les signes de détresse psychologique chez l'enfant et pris en compte les évaluations du personnel médical, nous sommes arrivés à un accord temporaire. » Il leva les yeux vers les deux parties. « Nous proposons ce qui suit. Pour les 90 prochains jours, la garde physique de Lina alternera selon un horaire fixe, 3 jours par semaine avec Monsieur Ethan et les 4 autres avec Mademoiselle Diane. Pendant cette période, l'agence de garde surveillera de près et évaluera la stabilité de chaque environnement de vie. » Un silence s'installa dans la pièce. Diane se déplaça légèrement, comme si elle se préparait à s'opposer, mais avant qu'elle ne puisse parler, le juge posa une autre feuille de papier sur la table. « Je dois vous informer que Lina a été interviewée en privé lors d'une session à huis clos. Lorsqu'on lui a demandé « Avec qui veux-tu rester ?» l'enfant a répondu « Je veux être avec celui dont je n'ai pas à avoir peur. » Toute la pièce devint silencieuse. Diane se figea, ses lèvres se serrèrent légèrement. Après un instant, elle inspira profondément et se leva. Sa voix n'était pas forte, mais elle était claire. « Je voudrais dire quelques mots. Pas pour me justifier, juste pour dire la vérité. » Elle se tourna vers Lina. La fille continuait de regarder ses paumes. « Je ne l'ai pas frappée. Je ne l'ai pas affamée. Mais j'ai ignoré ses sentiments. Je pensais que lui donner à manger, l'envoyer à l'école et m'assurer qu'elle avait un endroit pour dormir était suffisant. Je n'ai pas réalisé qu'en la forçant à se taire à propos de sa mère, je la poussais hors de ce monde. » Elle regarda brièvement Ethan, puis se tourna vers le juge. « J'avais peur. J'avais peur que si je montrais une faiblesse, elle la verrait et s'effondrerait aussi. Mais la vérité est que ce dont elle avait besoin, ce n'était pas d'un adulte fort, c'était de quelqu'un qui écouterait. J'accepte ma part de responsabilité dans tout ça et j'accepte l'accord proposé. Mais je n'abandonne pas. Je vais réparer les choses, jour après jour. » Cette déclaration, ni forte ni larmoyante, fut la première chose qui fit lever le visage de Lina. Ce n'était pas le pardon, juste l'écoute. Cet après-midi-là, le soleil revint doucement. Ethan ramena Lina à la petite maison en bois sur la colline. Sur le chemin, ils ne parlèrent pas beaucoup, mais au moment où il coupa le moteur, Lina demanda doucement « Tu es sûr que je ne suis pas un fardeau ?» Ethan la regarda, puis ouvrit la portière de la voiture. « J'ai déjà porté un sac à dos 3 fois plus lourd que toi et marché 40 km sans m'arrêter. Mais pas une seule fois, pendant ces voyages, ma vie n'a semblé plus légère que ce que tu fais pour moi. » Lina ne répondit pas, mais au moment où elle sortit de la voiture, pour la première fois, elle tendit la main pour prendre la sienne, naturellement, sans hésitation. Cette nuit-là, alors que le vent froid balayait le porche, Ethan était assis en train de lire pendant que Lina était recroquevillée sur le canapé, serrant son ours en peluche. Soudain, elle demanda « Si maman me regarde de là-haut, est-ce qu'elle serait triste de me voir ici ?»
Ethan ferma son livre et se tourna vers elle. Si ta mère est celle qui t'a donné la force de marcher seule jusqu'au cimetière, alors elle serait en paix de savoir que tu n'as plus à marcher seule. Lina hocha faiblement la tête. Quelques instants plus tard, elle s'endormit. Pas de retournement, pas de recroquevillement sur elle-même comme avant. Juste une enfant qui dormait profondément pour la première fois, dans un endroit qu'elle pouvait appeler chez elle. Parfois, ce qui blesse un enfant n'est pas les ecchymoses, c'est le silence, la négligence, l'absence d'amour au moment où il en a le plus besoin. L'histoire d'aujourd'hui ne se termine pas par la victoire d'une personne ou l'échec d'une autre. Elle se termine par une vérité simple, l'amour, quand il est assez sincère, a encore le pouvoir de guérir même les blessures les plus profondes et les plus fracturées. Une petite fille qui semblait oublier a trouvé la sécurité dans les soins d'un étranger, et un adulte qui avait autrefois échoué a trouvé le courage de dépasser sa fierté et de réparer les choses. Que pensez-vous de la décision du soldat? Avez-vous déjà été une Diane dans la vie de quelqu'un, pas cruel, juste trop fatigué pour aimer de la bonne manière? Et s'il y a un enfant dans votre cœur aujourd'hui qui se sent perdu, seriez-vous prêt à vous arrêter et à vraiment l'écouter? Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette histoire.